Bonjour tout le monde, 2020 est fini, fatigue, cancelled. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter mes 10 meilleures lectures de 2020. Donc tout le monde s'entend pour dire que 2020, ça a été moyen, pour employer un euphémisme, mais je dirais que pour moi, ça a été une excellente année de lecture, sans doute parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de lire encore et encore. J'ai regardé un peu les statistiques, je sais avoir lu au moins 23 000 pages en 2020, ce qui m'a semblé incroyable. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon fameux top 10 de l'année 2020. C'est un exercice que je tente de faire à chaque année, depuis maintenant quelques années. Mais cette année, il y avait de bons concurrents. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma 10e position. Donc, en 10e position, on retrouve la bande dessinée The Sculptor de Scott McCloud. Donc, Scott McCloud, qui est un BDiste américain, évidemment, qu'on connaît notamment pour ses bandes dessinées théoriques sur la BD. The Sculptor est sorti en 2015, donc je suis un peu en retard sur les nouveautés. Et bon, il s'agit de l'histoire d'un pacte entre un sculpteur et une figure qui rappelle le diable, avec laquelle il s'entend pour vivre seulement 200 jours encore, en échange de quoi il aura le pouvoir de faire tout à partir de ses mains. En fait, de sculpter n'importe quoi, donc d'avoir une force manuelle sur les matériaux incroyable. Donc, il fait ce pacte, à la suite de quoi on suivra ses péripéties, ses échecs et ses réussites, et aussi la relation qui se nouera avec celle qui sera une bonne samaritaine. Il y est question notamment d'enjeux de santé mentale, et je l'ai mis dans mon top 10 parce que ça se lit tout seul, c'est tellement agréable, je ne l'ai pas lâché des mains, je l'ai lu d'une traite, même si bon, c'est une assez grosse brique. Donc, je vous le recommande, surtout comme lecture de vacances. Là, je pense que ça se prend très bien. Évidemment, Scott McCloud maîtrise son art à la perfection. Place 9. Maintenant, on est dans un tout autre registre avec Andy Zeisler, donc, qui a écrit en 2016, publié en 2016, l'essai We Were Feminists Once. Alors bon, pour l'instant, que des livres en anglais, mais cette fois-ci, un essai dans lequel elle théorise notamment l'existence d'un féminisme que certains ont appelé un féminisme pop, qui a pris vraiment beaucoup d'envergure depuis 2014, depuis que Beyoncé s'est proclamée féministe, donc ça a eu beaucoup de répercussions. Donc le féminisme est devenu à la mode. Ce qu'on a appelé un féminisme pop, elle l'appelle plutôt un marketplace feminism. Donc un féminisme qui va main dans la main avec le néolibéralisme, le capitalisme. Et elle n'est pas seulement critique de cela, en ce sens où elle est très enthousiasmée par la place que prend le féminisme dans la société dans les dernières années. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a étudié depuis les années 90 les manifestations culturelles populaires au travers d'une grille d'analyse féministe. Donc elle est très favorable à la culture pop et à la présence du féminisme dans la culture pop, mais aussi elle a certains bémols là, nécessairement, et elle traite notamment de l'omniprésence du choice feminism, donc cette idée que être féministe, c'est être en mesure de faire ses propres choix. Et donc, quelles sont les limites de cette idée-là? Et c'est super intéressant. J'ai lu beaucoup d'essais féministes cette année, mais celui-là, c'est peut-être celui qui a résonné le plus, je dirais, avec mes intérêts. Donc, pour les médias, la culture populaire, et ainsi de suite. Donc maintenant, en place 8, on est encore dans l'essai. Donc cette fois-ci, un essai de Caroline Roland Diamond qui s'appelle Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice du 19e au 21e siècle. Donc Caroline Roland Diamond est professeure de l'histoire des États-Unis en France.
Et elle y présente dans ce livre l'histoire des Afro-Américains à partir de la fin de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Donc pour expliquer comment se sont mises en place des inégalités qui perdurent, notamment au travers des violences policières qui ont fait les manchettes d'ailleurs cet été. Le livre date de 2016, donc il n'inclut pas les derniers événements là, liés à Black Lives Matter à l'été 2020. J'ai appris énormément en lisant ce livre. J'avoue m'être concentrée dans mes études plus sur certains pays d'Afrique subsaharienne, sinon les Caraïbes, Haïti, les anciennes colonies françaises surtout, mais je ne connaissais vraiment pas grand-chose à l'histoire des Noirs des États-Unis, notamment tout ce qui a trait à l'ère Jim Crow qui a suivi là, la fin de l'esclavage. J'ai appris énormément de choses. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre, qui se lit très, très bien également, malgré le fait qu'il soit assez long. 7e position, un Zola. Donc, Zola, qui est peut-être mon auteur préféré du 19e siècle. J'adore Zola. Plus tôt dans l'année, j'avais demandé à mes contacts quel était leur Zola préféré et certains m'avaient recommandé l'œuvre que je n'avais pas lue. Il s'agit du 14e tome des Rougon-Macquart. Je dois avouer que je prends Zola un peu à petite dose. Je ne veux pas lire tout Zola tout de suite. Je veux me le garder pour plus tard. Mais là, j'ai pas pu résister. Là, quand on me conseillait celui-là, j'ai décidé de m'y lancer. Je n'ai pas regretté du tout. Il s'agit de l'histoire de Claude Lantier, un peintre qui nous rappelle Édouard Manet. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on retrouve la toile Déjeuner sur l'herbe sur la couverture de ce livre-là en édition Folio. Donc, ce Claude Lantier qui est, je m'excuse de le dire, là, mais un perdant, en fait, tente d'obtenir le succès, d'être présenté au salon des académiciens, mais le mieux qu'il peut faire, c'est de se retrouver au salon des refusés. Au début du texte, on y présente sa toile qui est présentée au salon des refusés, qui rappelle le Déjeuner sur l'herbe de Manet, et qui est mal reçu. Et bon, tout au long du livre, on va suivre ce personnage qui donne sa vie, quoi, pour tenter d'obtenir le succès. Je ne vous dirai pas comment ça va se passer pour lui. Ceux qui ont lu Zola s'imagineront peut-être que ça ne se passe pas très bien, mais je ne vous en dirai pas plus. Il y a certaines des images de ce livre-là qui m'ont tellement marqué, là, la petite toile à la fin qui est affichée tout en haut du mur. Cette image m'est vraiment restée en tête. Et c'est toujours difficile d'établir un top des meilleures lectures de l'année, surtout quand on a fait tellement de bonnes lectures. Mais ça, pour moi, c'est un des critères. Là, il y en a d'autres. Bon, il y a le plaisir de lecture, il y a est-ce que cette œuvre est essentielle, nécessaire, mais il y a aussi est-ce que des images sont restées et se sont ancrées vraiment profondément dans l'esprit, et ça a été le cas avec l'œuvre. Certaines des images ne me quittent plus. En 6e position, c'est le seul des livres que je n'ai pas en papier, malheureusement, puisque je l'ai lu en format électronique, je ne pouvais pas attendre. Et c'est Raconte-moi la fin de Valeria Luiselli. Donc Valeria Luiselli, qui est une autrice mexicaine qui habite aux États-Unis. Le livre est d'abord paru en 2017, il a été traduit en français en 2018. Et Valeria Luiselli, dans ce qui est à la fois un essai, mais aussi on a l'impression de se retrouver dans l'autofiction d'une certaine manière, elle y raconte son travail comme interprète pour les tribunaux aux États-Unis pendant l'ère Obama, où elle posait des questions aux réfugiés mineurs qui traversaient la frontière entre le Mexique et les États-Unis en tant que réfugiés. Donc ils doivent répondre à un questionnaire de 40 questions. Et c'est elle qui devait être l'interprète pour ces enfants qui ne parlent qu'espagnol. J'ai appris énormément de choses, j'ai été touchée, j'ai admiré la forme. Le livre nous présente les 40 questions et pour chaque question, on nous raconte, bon,
certains cas particuliers ou certains éléments qui ont trait plutôt à la vie de l'autrice. Donc c'est fort, c'est court, c'est pertinent. D'ailleurs, je viens de regarder il y a quelques jours le documentaire Human Flow de Ai Weiwei, qui porte aussi sur le sort des réfugiés dans le monde en ce moment, là, ou dans les dernières années. Documentaire que je vous recommande énormément. Et pour ce qui est donc du livre de Valeria Luiselli, ça m'a permis d'apprendre sur des choses dont j'avais jamais eu connaissance auparavant, notamment un règlement qui a été mis en place pendant l'ère Obama qui pourrait sembler au premier abord positif, soit le fait que désormais on traiterait de façon prioritaire les cas des réfugiés mineurs, donc ils seraient traités à l'intérieur de 30 jours, si mon souvenir est bon. Mais en fait, ça faisait en sorte qu'ils étaient presque tous déportés, parce qu'aucun enfant qui ne parle pas anglais ou presque était capable de se trouver un avocat pour défendre sa cause en si peu de temps. Alors que pour les autres, les adultes, ça pouvait prendre des mois, ce qui leur donnait davantage de temps pour trouver quelqu'un qui serait en mesure de les aider. Donc ce type de perspective de quelqu'un qui a connu les choses de l'intérieur, c'était vraiment éclairant pour moi qui ne connais malheureusement rien sur le sujet. Alors, en 5e position, j'ai mis Maîtres anciens de Thomas Bernhard, qui est un Autrichien. Donc, le livre a été publié en version originale en 1985 et a été traduit en 1988. C'est un roman dont le sous-titre est comédie, d'ailleurs. Donc, c'est une comédie, mais sombre, c'est une satire. Donc on y raconte l'histoire du personnage de Hans Barer qui va rencontrer son ami, un ancien critique de musique qui s'appelle Regan, qui lui va tous les 2 jours, c'est très important pour lui, tous les 2 jours s'asseoir pendant des heures au musée, sur le même banc, devant la même œuvre, dans la salle Bordone. Et notre narrateur arrive là à l'avance, observe son ami avant d'aller lui parler. Et bon, s'ensuivent des discussions sur l'art qui sont absolument décapantes. Mais il y a quelque chose de tellement réjouissant à lire ces choses sur le monde de l'art et sur l'art en général. D'ailleurs, je me disais qu'il y avait certaines lignes directrices dans les œuvres que j'ai choisies dans mon top livre de cette année, et notamment des œuvres sur l'art. C'est déjà la 3e que je vous propose. Sinon, il y a plusieurs essais sur des enjeux sociaux, et on verra aussi que dans les premières positions du top, il y a pas mal de livres avec des thématiques LGBT. Bon, alors ce livre-là, je veux vous en lire un extrait pour que vous compreniez à quel point il est savoureux. C'est sombre, là, c'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde et je peux très bien imaginer comment certaines personnes pourraient trouver que ça ne rime à rien, que ça s'en va nulle part, mais pour moi, je trouvais que c'était vraiment savoureux. Et bon, il y avait des passages vraiment là, pour lesquels j'ai corné les pages qui sont vraiment délicieux. Je ne vous lis pas mon préféré parce qu'il est beaucoup trop long, mais je vais vous en lire un autre que je trouve très bien. Je vous lis le passage. Les maîtres anciens, comme on les appelle déjà depuis des siècles, ne tiennent que devant le regard superficiel. Si nous les regardons attentivement, ils perdent petit à petit, et finalement, lorsque nous les avons vraiment et véritablement étudiés, à savoir pendant très longtemps, le plus minutieusement possible, ils se défont, s'effritent sous nos yeux et ne nous laissent en tête qu'un goût fade, oui, le plus souvent tout à fait écœurant. L'œuvre d'art la plus grande et la plus remarquable finit tout de même par nous peser dans la tête comme un morceau énorme de mensonge et de vulgarité, comme un morceau beaucoup trop gros de viande dans l'estomac. Nous sommes fascinés par une œuvre d'art et pour finir, elle est tout de même ridicule. Si vous prenez le temps de lire une bonne fois Goethe avec plus d'attention que normalement et avec une intensité beaucoup plus grande que normalement et avec une impertinence beaucoup plus grande que normalement, ce que vous avez lu vous paraît finalement ridicule, peu importe ce que c'est. Il vous suffit de le lire plus souvent que normalement, cela devient inévitablement ridicule, et même ce qu'il y a de plus intelligent est en fin de compte une bêtise.
Hélas, vous lisez avec plus d'attention, vous vous détruisez tout ce que vous lisez. Donc ceux qui ont fait des études de maîtrise ou de doctorat en littérature reconnaîtront peut-être certains sentiments d'aversion qui est né pour des œuvres qui peut-être d'abord les ont séduits. Je sais pas, c'est peut-être un sentiment partagé par d'autres. Voilà, alors ça, je trouvais cette œuvre tout simplement savoureuse. On passe au 4e livre de mon top 2020, Le mur invisible de Marlene Haushofer. Alors, pour la 2e fois, une Autrichienne, 2e personne autrichienne de suite dans mon top. Cette fois-ci, il s'agit d'une œuvre qui a été publiée en 1963 en allemand et a été traduite en 1985. J'avais entendu qu'il y avait eu un regain de popularité autour de cette œuvre dans la dernière année. Je me demandais si c'était parce qu'il y avait eu une nouvelle édition, une nouvelle traduction. Ce n'était pas le cas. En faisant mes recherches tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était une autrice qui s'appelle Digli, qui a tout simplement découvert ce livre début 2019 et en a fait la promotion sur son compte Instagram et ça a fait boule de neige. Là, il y a eu comme un regain de popularité autour de l'œuvre. Bon, certains l'adorent, d'autres détestent. Encore une fois, bon, c'est un livre assez long et dans lequel il ne se passe pas grand-chose. La prémisse, c'est qu'une femme va avec, si je me souviens bien, sa cousine et son mari dans un chalet. Et bon, la cousine et le mari, à un certain point, partent. La femme demeure là toute seule. Et quand elle se réveille, elle se rend compte que les autres ne sont pas revenus. Elle va dehors et s'aperçoit qu'il y a un dôme en verre, bien, visiblement un mur en verre, qui la sépare du reste du monde. Et ce dôme est immense, donc elle a une petite maison, il y en aura d'autres même sur le terrain, une forêt, et elle devra survivre pendant des années. Elle voit, bon, on pourrait se dire, elle pourrait creuser en dessous, mais elle voit qu'en dehors, animaux et humains semblent avoir succombé à on ne sait trop quoi. Donc, elle ne tente pas vraiment de s'échapper, elle tente plutôt de survivre. Et on suit le quotidien de cette femme-là qui devra apprendre à cultiver la terre le mieux possible, qui devra se réchauffer. Elle finira par vivre avec de nombreux animaux, chats, une vache, un chien. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment envoûtant. Il y avait quelque chose dans cette solitude, dans cet univers confiné. Donc ça fonctionnait particulièrement bien comme lecture en ce moment où chacun est un peu pris chez soi. Et une réflexion que j'ai eue à l'égard du livre, c'est que le titre en allemand me semble particulièrement évocateur, peut-être davantage qu'en français, étant donné que en allemand le livre s'appelle Die Wand et en allemand Die Wand ça veut dire le mur, oui, mais il y a deux mots pour dire le mur, ça pourrait être Die Wand ou Die Mauer. Et Wand et Mauer n'ont pas exactement le même sens, étant donné que Wand, c'est plutôt un mur comme le mur d'une maison, le mur d'un espace clos, domestique, intérieur, tandis que Die Mauer est plutôt le mot pour un mur qui serait à l'extérieur, comme le mur de Berlin. Et ici, ce dôme, qui est donc, bon, on pourrait s'imaginer circonscrit là, par un mur extérieur, ben, en allemand, il est défini par Die Wand. Et donc, on a l'impression qu'on nous décrit un espace domestique, peut-être l'espace dans lequel est prisonnière la femme à l'époque. Hein. Il me semble que ça peut être une clé d'interprétation. On passe au troisième. Donc, mon troisième livre est For Today, I Am a Boy de Kim Fu. Donc, qui est une autrice canadienne dont les parents sont d'origine chinoise. Elle présente dans ce livre un personnage de femme trans qui, elle aussi, est canadienne et a des parents d'origine chinoise. On nous y présente ce personnage dans les années qui vont précéder sa prise de conscience du fait qu'elle est une femme trans. Donc, on nous la présente dans ce livre alors qu'elle est encore... qu'elle s'identifie comme homme, qu'on l'appelle Peter.
On suit le destin de cette jeune personne qui va, de fil en aiguille, malgré une éducation très traditionnelle, parvenir à comprendre qu'en fait, elle est une femme. C'est un livre qui a été écrit en 2014, traduit en 2020 aux éditions Héliotrope, et je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions à ce livre, moins que ce que j'aurais souhaité. Je trouve qu'on nous y présente des personnages vraiment convaincants, des relations entre certains personnages qui m'ont vraiment touchée, et qu'il y a quelque chose d'original, je trouve, dans le fait de présenter ce qui a précédé la prise de conscience du fait que le personnage est en fait une femme. Donc on nous y présente le personnage de Peter qui s'identifiera plus tard comme Audrey, mais vraiment pendant tout le livre, presque on est plutôt avec elle alors qu'elle se nomme encore Peter, qui va déménager dans le but d'avoir plus de facilité à vivre, déménager à Montréal, mais finalement ça ne se passe pas nécessairement si bien que ça. On la voit évoluer dans des cuisines de restaurants où elle travaille dans un milieu qui ne lui ressemble pas nécessairement, mais où elle nourra quand même des relations qui vont être marquantes pour elle. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On poursuit, je vous avais dit qu'au début on aurait beaucoup de livres à thématique LGBTQ. En voici un autre, donc je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre, le livre Little Blue Encyclopedia for Vivian de Hazel Jane Plant, qui est paru en 2019. Donc encore une fois, c'est un livre d'une Canadienne qui s'exprime en anglais. Donc cette fois-ci, je l'ai lu en anglais, il n'existe pas encore en français. J'espère que ça se fera un jour. Je me trouve tellement chanceuse d'être tombée sur ce livre-là et c'est peut-être grâce à la situation de confinement qu'on a connue, puisque, je veux pas, en 2020, c'était quand même facile de se connecter ici et là à des conférences, à des tables rondes sur toutes sortes de sujets. Et pendant la semaine de la fierté, cet été, je me suis connectée comme ça à une table ronde et j'ai entendu parler de ce livre-là que je me suis hâtée de me procurer et je n'ai vraiment pas eu de regrets. Et il s'agit d'un livre mettant en scène d'une certaine manière, deux personnages de femmes trans. Une qui est notre narratrice et l'autre qui est là, tel un spectre qui est très présent, puisque il s'agit d'une histoire de deuil entre deux amies. Bon, celle qui demeure, qui écrit l'œuvre, aurait souhaité que ce soit davantage qu'une relation d'amitié, mais ce n'était pas réciproque. Quand l'autre femme décède, elle a vraiment de la difficulté à faire son deuil et son processus de deuil va passer notamment par le fait de regarder encore et encore la série télé, une série culte, que son amie adorait. Et c'est une série qui n'existe pas, elle est totalement fictive et la protagoniste va faire une encyclopédie pour tenter de faire son deuil, une encyclopédie de cette série télé. Et là, je vous présente le début. Donc ici avec Armadillo. Donc pour chaque lettre, on nous présente au moins un personnage de la fameuse série télé qui se passe sur une île qui nous rappelle vraiment des séries un peu décalées à la Twin Peaks. Et donc au fur et à mesure qu'on nous présentera les personnages et qu'en même temps on nous expliquera certaines anecdotes en lien avec ça, certains souvenirs qu'a la narratrice par rapport à son amie décédée, on découvrira à la fois qui était cette femme qui est décédée, mais on découvrira aussi de quoi il en retournait dans cette série qu'on apprend à connaître par touche. Et bon, j'ai adoré, j'ai trouvé ça intelligent. Parfois, quand il y a un tel jeu sur la forme dans les œuvres, ça peut se faire, bon, sans être au service de l'histoire, mais j'ai trouvé qu'ici, ce n'était pas le cas. Ça servait vraiment bien l'histoire. C'était triste, mais à la fois ludique, grâce à ce procédé de l'encyclopédie qui nous fait découvrir la série. Et c'était une réflexion aussi sur la relation qu'on peut avoir à une œuvre médiatique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Maintenant, donc avant de vous présenter le meilleur livre que j'ai lu en 2020, je voulais vous présenter certaines mentions spéciales parce que bon, j'en ai lu tellement là, que ça a été un peu difficile de faire le tri, là, je dois l'admettre.
Donc, j'ai quelques mentions spéciales, 2 par genre pour BD, essais et romans. Je vais essayer d'y aller rapidement, même si c'est difficile. Alors, pour une œuvre de confinement, j'ai un gros shout-out à Brigitte Archambault pour le projet Chiatsung. Sinon, shout-out aussi à Ève-Marie Gingras pour comment et pourquoi je suis devenue végane. Bon, c'est que je suis antispéciste, c'est déjà vendu à la cause du véganisme, mais j'ai trouvé que cet ouvrage était vraiment efficace, beau, bien documenté, donc ça m'a fait très plaisir de lire. Sinon, dans la catégorie essai, j'ai eu la chance de lire Sortir de l'ombre, un collectif que j'ai pu me procurer à Le Guélion pour 1,50 $ et qui m'en a appris beaucoup sur l'histoire des communautés gays et lesbiennes de Montréal. Sinon, dans la catégorie essai, mention spéciale à Faire la morale aux robots de Martin Gibert, qui m'a permis de découvrir ce qu'était l'éthique des algorithmes et qui est en très peu de pages. Il s'agit d'un des livres de la collection Documents d'Atelier 10, donc c'est très succinct. M'a vraiment fait réfléchir. Je trouve le sujet totalement fascinant. Donc, mention spéciale à ce livre. Ensuite, pour les romans, mention spéciale à Liminal de Jordan Tannehill, encore un Canadien anglophone, donc j'en ai lu beaucoup cette année, et il s'agit aussi d'un roman qui met en scène un personnage queer, et la prémisse est juste spectaculaire, je trouve. C'est le jeune homme qui ouvre la porte et pendant un instant ne sait pas si sa mère est morte ou vivante, sa mère qui ne s'est pas levée ce matin-là. Et tout le livre se passe pendant ces quelques secondes où il y a ce doute-là, à savoir si sa mère est vivante ou pas. Les passages où on parle de mécanique quantique sont excellents, j'ai adoré. Bon, à un moment donné, on se perd un peu dans les road trips et tout, ça c'était moins ma tasse de thé, donc raison pour laquelle il n'a pas fait le top 10, mais ça m'a tellement marqué. J'ai adoré la prémisse de ce livre. Et finalement, shout out à Stendhal pour Le Rouge et le Noir. Donc, il faut vraiment avoir eu une année d'excellente lecture pour donner simplement un shout-out à Stendhal. C'est mon seul commentaire là-dessus. Et donc, finalement, mon top 1, le livre de l'année 2020 pour moi, il s'agit de N'essuie jamais de larmes sans gants. Non seulement le livre est bon, mais en plus la couverture est tout simplement magnifique. Un chapeau à Alto qui fait souvent de belles couvertures. Il s'agit d'un livre qui a été traduit en 2018, donc un livre écrit par Jonas Gardell, auteur suédois. Il avait été initialement publié donc en 2012. J'ai adoré ce livre. C'est le premier ou presque que j'ai lu quand on était en confinement au mois de mars. Ça m'a accompagnée dans cet hiver étrange. Un bon livre d'hiver, quoi. Bon, c'est triste. C'est triste. On y raconte l'histoire de Rasmus on découvre son homosexualité dans la Suède des années 1980. Il va nouer de nombreuses relations significatives autour de lui. On y suivra notamment le destin de Benjamin, qui est un témoin de Jéhovah, homosexuel lui aussi. Et ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant d'en apprendre davantage sur les témoins de Jéhovah et de voir le déchirement entre religion et orientation sexuelle. Et bon, c'était assez original à mon sens que ce soit avec un personnage témoin de Jéhovah. Les personnages sont magnifiques. Donc les rencontres sont tellement intéressantes. Vraiment, là, il s'agit d'un roman de rencontre. Je trouve que c'est ce qui rejoint aussi mes 3 premiers romans qui sont axés sur des personnages forts et des rencontres significatives entre différents personnages. Et bon, là, on verra arriver le sida. Et donc, ça se passe dans les premières années du sida. On peut s'imaginer ce qui va se produire par la suite d'assez triste et qui va happer la communauté dans laquelle vit notre jeune personnage. Il y a encore une fois dans ce texte, comme dans celui de Zola que je vous avais présenté, des images qui me sont vraiment restées profondément en tête, mais des petites choses, le fait de flâner sur une place à l'extérieur, dans une ville qu'on connaît peu,
le fait de cogner à la porte de quelqu'un, encore une fois qu'on ne connaît pas vraiment, ou des choses comme ça, des prises de risques qui étaient tellement bien décrites en fait, et c'est ça, des relations qui étaient donc exceptionnellement bien détaillées. Donc ça a été un réel succès ce livre-là, et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment mérité. Là. Donc autant en suédois, donc en langue originale, que dans ses traductions, c'est un roman qui a connu beaucoup de succès, et ce n'est pas pour rien. Donc, j'espère que 2021 me réserve autant de belles lectures que 2020. C'est un peu parti pour ça, étant donné que je pense que ça va prendre du temps avant qu'on puisse sortir de chez nous et faire plein d'autres activités. Donc, en attendant, pourquoi pas lire? Je vous souhaite d'excellentes lectures, et si vous voulez partager avec moi vos meilleures lectures de l'année, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc, au revoir!